Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le Renard littéraire. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'été et qui dit été dit recommandation de lecture estivale, donc on va commencer tout de suite. Je débute cette vidéo de recommandation de lecture estivale avec une romance toute mignonne, à savoir la série de manga Jardin secret de Hamitsu et publiée aux éditions Kana. Dans ce manga, nous suivons le personnage de Ran, une jeune fille qui est admirée par tous ses camarades de classe pour ses manières, sa rigueur, ses notes excellentes, et forcément personne n'ose réellement la côtoyer. Cependant, elle va faire la rencontre de Akira, le fils d'un fleuriste, et ensemble ils vont créer des liens autour des fleurs puisque Ran est active au club d'horticulture de son lycée. C'est un manga que j'ai commencé en fin d'année 2024, j'en suis actuellement au tome 5 sur les 10 qu'il comporte. Pourtant je voulais absolument le mettre dans cette vidéo parce que Jardin secret c'est vraiment la petite romance parfaite pour l'été. C'est doux, léger, les personnages sont un petit peu maladroits parfois, mais on n'a pas de drame, pas de relations toxiques et malsaines. Et puis, même si c'est un shoujo qui met en scène une romance assez classique, où les personnages sont très pudiques avec leurs sentiments, peu sur d'eux, ils ont des réactions assez exagérées lorsqu'ils se tiennent enfin la main, je trouve que Jardin secret est bien ficelé, amène un petit vent de fraîcheur sur le genre et surtout a des questionnements intéressants et légitimes qui rendent leurs personnages encore plus attachants et crédibles. On a deux personnages qui sont vraiment intelligents, sensibles et cohérents et qui ne réfléchissent pas avec autre chose que leur cerveau, si vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, les premiers tomes se déroulent durant l'été, on a des champs pleins de tournesols, il y a du soleil, de la chaleur, un manga parfait pour l'été en somme. Après le Japon, quoi de mieux qu'une aventure sur la route de l'Eldorado avec une bande dessinée, Les Indes Fourbes, scénarisée par Alain Hérol et dessinée par Juanjo Guarnido et publiée aux éditions Delcourt. Dans Les Indes Fourbes, nous suivons l'histoire d'un personnage nommé Don Pablos de Ségovie, un homme tout sauf courageux et vertueux qui nous raconte sa découverte et son voyage jusqu'à la mythique cité de l'Eldorado. C'est une BD que je recommande régulièrement sur ma chaîne YouTube pour la simple et bonne raison que j'ai eu un coup de cœur autant pour l'histoire que pour les graphismes. On va peut-être commencer par parler du graphisme signé par Juanjo Guarnido, le dessinateur derrière la saga de BD Black Sad, que j'adore, même si malheureusement je ne suis pas à jour. J'avais adoré découvrir le style de Juanjo Guarnido, un style très riche, très travaillé qui nous emmène directement dans un nouveau monde. Et que dire du travail de la couleur, hormis que la couleur a été traitée de manière très intelligente et qu'elle appuie le propos de l'histoire. Franchement, les fientes d'oiseaux couleur d'or, je m'en remets toujours pas. Pour ce qui est de l'histoire, elle est signée par Alain Hérol, l'auteur à qui l'on doit De Cap et de Croc, une série de bandes dessinées de cap et d'épée anthropomorphes. C'est une BD assez particulière, faut adhérer au style, mais en tout cas, elle ne ressemble à aucune autre bande dessinée. Mais pour en revenir aux Indes Fourbes, l'auteur nous a concocté une histoire passionnante, un voyage surprenant et réjouissant aux côtés d'un personnage qui n'a absolument rien d'un héros. Don Pablos de Ségovie, c'est un menteur, un manipulateur, un égoïste, et pourtant, on s'attache à cet anti-héros. On a envie de voir comment il a trouvé la mythique cité de l'Eldorado, les embûches auxquelles il a dû faire face, etc. C'est vraiment une bande dessinée que je recommande sans cesse, et je pense que c'est une lecture parfaite pour la période estivale. Moi-même, je l'ai lu en plein été, et j'ai adoré voyager au cœur de la forêt amazonienne en compagnie de ce personnage haut en couleur qui est Don Pablo de Ségovie. Je poursuis avec un roman qui fait plutôt partie des recommandations automnales pour son côté cocooning, cosy et chaleureux, mais je vais quand même placer ce premier tome dans cette vidéo parce que l'histoire se déroule en été. Il s'agit de Mémoires de la forêt de Michael Brun-Arnaud et publié aux éditions de l'École des loisirs. Mémoires de la forêt, c'est une saga qu'on ne présente plus tant elle a eu du succès, mais je vais quand même vous proposer un petit résumé si jamais vous ne connaissez pas cette œuvre.
Nous suivons le quotidien d'un renard qui s'appelle Archibald et celui-ci est libraire dans la petite bourgade de Belle-Écorce. Notre libraire a un quotidien des plus tranquilles jusqu'au jour où Ferdinand Taupe, une petite taupe atteinte de la maladie de l'oubli-tout, va voir Archibald dans sa librairie et lui demande de lui rendre le livre qu'il avait écrit et déposé dans cet endroit il y a déjà de nombreuses années. Le problème, c'est que ce livre a été acheté par un mystérieux acheteur et donc Archibald et Ferdinand vont partir sur les routes afin de le retrouver et de récupérer le livre qui contient donc tous les souvenirs de Ferdinand. Comme beaucoup, j'ai eu un coup de cœur pour ce roman que j'avais découvert à l'occasion d'un Pumpkin Autumn Challenge. Je vous laisserai dans le petit i la vidéo si vous souhaitez avoir mon avis complet sur ce livre. C'est un roman très doux, très chaleureux et cosy. Quand on le lit, on a effectivement la sensation d'être enveloppé dans une couverture toute douce. Ça sent bon les gâteaux, la cannelle, le chocolat chaud. Et les personnages sont tous et toutes fondamentalement gentils et bienveillants. Et pourtant, on est loin d'être dans une histoire niaise où tout est beau, où il n'y a pas d'enjeu et aucun drame. Ce premier tome des Mémoires de la forêt aborde quand même le sujet difficile de la maladie d'Alzheimer, maladie qui affecte un petit peu tout le monde, que ce soit le malade lui-même ou ses proches. Ce sujet, on sent que l'auteur le maîtrise parce qu'il en parle avec beaucoup de justesse, de délicatesse et de respect. C'est un sujet qui est rarement traité dans la littérature jeunesse et je trouve ça vraiment chouette que l'histoire puisse être une ressource précieuse pour expliquer simplement ce qu'est cette maladie. Mais aussi que les personnes qui ont malheureusement dû traverser cette épreuve ont un livre dans lequel ils puissent puiser du réconfort. Bref, si vous n'avez toujours pas lu Mémoires de la forêt, je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans l'aventure. Et si vous voulez également un autre petit conseil de ma part, c'est de bien respecter les saisons dans lesquelles se déroulent les aventures d'Archibald. Ce tome-ci se déroule en été, d'où sa place dans la vidéo, mais on peut également le lire en automne sans trop de problèmes. Par contre, pour le reste, je pense que ça s'apprécie encore plus si on patiente et qu'on lit le tome 2 en automne, le tome 3 en hiver et le dernier tome, à savoir le 4e, au printemps. On retourne à la bande dessinée avec Jour de sable, écrit et dessiné par Aimé De Jong et publié aux éditions d'Argo. Dans cette BD, nous suivons l'histoire d'un jeune photographe qui va être missionné pour se rendre dans le Dust Bowl. Le Dust Bowl, c'est un lieu situé à cheval entre les états de l'Oklahoma, du Kansas et du Texas, où la sécheresse et les tempêtes de sable font rage. Ce qui plonge les agriculteurs et les habitants dans une grande détresse, et même, pour être plus juste, qui aggrave leur détresse quotidienne puisque l'histoire se déroule durant la Grande Dépression en 1937. Je vais pas m'attarder dessus parce que ça fait un bon bout de temps que je l'ai lu et je me souviens pas vraiment du déroulé de l'histoire. Je sais que j'avais apprécié ma lecture, j'avais trouvé la BD très instructive car elle mettait en scène une problématique dont je n'avais jamais entendu parler. Je savais que John Steinbeck parlait également de cette situation dans le roman Les raisins de la colère, sauf que je n'ai toujours pas lu ce roman-là. Bref, l'autrice s'est richement documentée pour parler de ce phénomène, pour retranscrire la vie des habitants de cette partie des États-Unis qui ont dû affronter une récession économique historique et ont dû faire face à des conditions climatiques extrêmes qui forcément ne les aident pas à s'en sortir. Et puis, vous vous en doutez, mais si j'ai choisi d'inclure ce livre dans cette vidéo, c'est déjà pour sa couverture, et puis parce que l'histoire se déroule dans le sud des États-Unis, tout simplement. Comment faire une vidéo de recommandation estivale sans nommer l'incroyable voyage de Coyote Sunrise, écrit par Dan Gemenhardt et publié aux éditions Pocket Jeunesse. Dans ce roman, nous suivons l'histoire de Coyote Sunrise, une jeune adolescente qui vit avec son père Rodeo, et ensemble, ils sillonnent les États-Unis au gré de leurs envies. Un jour, ils sont dans le Colorado, quelques jours plus tard en Floride, etc. Et cette vie semble leur convenir, mais un jour, Coyote va recevoir un appel de sa grand-mère lui indiquant que le parc où elle passait énormément de temps en étant enfant va être détruit. Le problème, c'est que Coyote y a enterré beaucoup de souvenirs et qu'elle souhaite absolument les retrouver et que pour cela, il faut qu'ils aillent dans l'état de Washington, état dans lequel Rodeo ne veut plus jamais aller. Je vous parle régulièrement de ce roman, d'ailleurs j'ai parlé de sa suite, Coyote perdu et retrouvé, dans une précédente vidéo que je vous remets dans le petit i.
Donc je vais essayer d'être brève et concise. L'incroyable voyage de Coyote Sunrise, c'est un roman bouleversant, touchant, émouvant et d'une grande justesse. L'auteur parle de sujets très forts et douloureux comme le deuil, la perte ou encore les violences intrafamiliales, mais il le fait avec beaucoup de justesse, de douceur et sans jamais tomber dans le pathos ou dans l'optimisme forcé. Ce roman, c'est un vrai tour de force. Il m'a fait rire, il m'a fait pleurer, parfois les deux en même temps. Et Coyote, c'est un personnage absolument incroyable, l'un de mes préférés, tous livres confondus. J'ai déjà énuméré toutes les qualités dans une précédente vidéo, donc je vais pas refaire toute la liste et redire tout le bien que je pense d'elle. Mais bref, si vous voulez un road trip familial touchant, juste du début jusqu'à la fin, et où en plus on a une héroïne qui adore la lecture et qui a un chat absolument adorable, l'incroyable voyage de Coyote Sunrise est fait pour vous. Je poursuis avec un autre de mes romans coup de cœur, à savoir Une belle vie de Virginie Grimaldi qui est paru chez Flammarion. Nous suivons l'histoire d'Agathe et Emma, deux sœurs qui se sont éloignées au fil des années et qui se retrouvent à la suite du décès de leur grand-mère à passer une semaine dans la maison familiale située au Pays Basque pour faire du tri, mais aussi pour se retrouver et pour essayer de rattraper le temps perdu. J'ai lu ce roman-ci l'été dernier et c'était mon tout premier Virginie Grimaldi et certainement pas le dernier vu comment je l'ai dévoré et aimé. Je comprends totalement pourquoi autant de gens aiment ce qu'écrit l'autrice. Elle a un sens de l'universel, elle sait aborder de manière juste des sujets qui parleront à tout le monde car ils font tout simplement partie de la vie quotidienne. Dans Une belle vie, on va parler de la famille, mais aussi du deuil, des souvenirs, de la nécessité de prendre soin de soi, et tout ça, ça m'a profondément touchée. Je n'ai pas trouvé que c'était niais ou naïf, mais c'était vraiment une belle histoire avec des beaux sentiments et des beaux moments, donc c'est un livre à lire de toute urgence. Après le sud de la France, direction le Japon avec un manga très mignon et cosy, à savoir Le voyage d'Ourselune qui est signé par O et publié chez les éditions Rue de Sèvres dans leur collection Le Renard Doré. Personnellement, je pense qu'on peut rapidement résumer l'histoire en disant qu'on va suivre un petit ours qui va faire un bout de chemin avec un corbeau avec qui il va se lier d'amitié. C'est une histoire hyper mignonne, toute cosy, on va simplement faire un bout de chemin avec ces deux animaux, voir des paysages magnifiques et voir comment ils vont se lier d'amitié alors que tous les autres. J'avais beaucoup aimé ce manga, d'ailleurs je lui avais attribué la note de 17 sur Livre Addict et c'est également sa moyenne sur plus de 140 votes, ce qui est plutôt élevé pour un manga sur la plateforme. Je n'en dis pas plus, mais c'était vraiment agréable comme lecture et je pense que l'ambiance va parfaitement coller à l'été. On va totalement changer de registre puisqu'on passe au thriller avec un roman de Stephen King, à savoir Billy Summers, qui est donc publié chez Albin Michel. Nous suivons l'histoire de Billy Summers, un tueur à gages qui décide qu'il est temps pour lui de raccrocher et d'enfin prendre sa retraite. Mais avant de profiter de la vie, il doit effectuer une toute dernière mission et celle-ci est bien plus dangereuse que toutes les précédentes missions qu'il a dû faire. C'est le dernier roman que j'avais lu l'année passée et c'est vrai que j'ai jamais eu réellement l'occasion de vous en parler. Pour moi, c'était la première fois que je lisais du King en dehors d'un contexte horrifique ou fantastique et ça m'a bien plu. Je vais pas revenir sur les différents défauts que je lui avais trouvés parce que c'est pas le but aujourd'hui. En revanche, je pense que ça peut constituer un livre parfait pour l'été parce que c'est un thriller, parce que c'est un page-turner très efficace et qu'en plus de ça, il se déroule dans le sud des États-Unis. L'histoire est vraiment sympathique, King a suggéré le changement de registre de sorte que tous les styles présents dans le récit s'emboîtent parfaitement, et puis les personnages étaient attachants, donc pas mal de qualité pour ce petit pavé qui sera occupé vos journées d'été. Ensuite, je voulais vous parler de Libération, écrit par Patrick Ness et publié chez Gallimard. Je serais incapable de vous faire un résumé tellement ce livre est particulier. Donc, je vais vous lire la 4e de couverture et ça vous donnera peut-être une idée de pourquoi il se trouve dans cette vidéo. Nous sommes samedi, c'est l'été et Adam Thorne ne le sait pas encore, mais sa vie est sur le point de basculer.
Entre les avances déplacées de son chef à la pizzeria où il travaille, son rendez-vous amoureux avec Linus pour qui ses sentiments ne sont pas clairs, le coup de main qu'il doit donner à son père à l'église et la fête de départ de son ex, Adam a du mal à faire face aux sentiments contradictoires qui l'habitent. Mais pendant ce temps, au bord du lac, l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille en quête de vengeance et de libération. Pour être 100% transparente, c'est pas mon roman préféré de l'auteur, j'ai largement préféré, et plus encore, qui est un petit peu un ovni mais qui assume totalement son aspect science-fiction. Et vous le savez, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Quelques minutes après minuit, c'est même l'un de mes romans préférés. Pourtant, je pense que Libération peut avoir son public et qu'il a pas mal de qualités pour lui, d'où le fait que je le conseille malgré mes réserves. J'ai eu un petit peu de mal avec l'aspect fantastique, même si ça ajoute une atmosphère très pesante, limite glauque. Par contre, je trouve que le côté roman young adulte contemporain est vraiment bien maîtrisé et vraiment bien géré. Patrick Ness parle de sujets forts comme l'homosexualité ou encore l'amitié, les chagrins d'amour, les regrets, etc. Ça, c'est vraiment le point fort du roman et tous ces propos sont tellement intéressants et justes que ça occulte un petit peu l'aspect fantastique, que ça rend le tout un petit peu moins ovni. Cependant, si vous n'avez jamais lu un roman de cet auteur, il me semble que c'est pas du tout le livre idéal pour découvrir son style et son œuvre. Je pense qu'il est préférable de commencer par Quelques minutes après minuit, qui est d'une perfection absolue, mais dont l'ambiance est quand même bien moins estivale que Libération. Et je termine cette vidéo avec une petite duologie de manga qui s'intitule Underwater, le village immergé. Cette série est signée par Yuki Urushibara et publiée chez Kiun. L'histoire se déroule lors d'un été caniculaire et nous suivons le personnage de Shinami qui finit par s'évanouir après un entraînement d'athlétisme. Et lorsqu'elle se réveille, elle est près d'une rivière et d'un village qui lui semble familier. Si le nom de Yuki Urushibara ne vous est pas inconnu, c'est parce que c'est l'autrice de la saga Mushishi, série de mangas dont je parle tout le temps sur la chaîne. J'avais beaucoup aimé Underwater, l'autrice avait vraiment réussi à insuffler une ambiance très douce et mélancolique, un peu similaire à celle présente dans Mushishi. Et comme pour Mushishi, on a une histoire introspective où la nature et les souvenirs ont une place prépondérante. Et forcément, tout ça fait que le récit est assez lent, assez contemplatif, mais personnellement, ça ne m'a jamais dérangé. Bien au contraire, je trouve que c'est vraiment ce qui convient le mieux à cette histoire. Et puis l'autrice maîtrise à la perfection les récits à ambiance. En plus, je trouve que c'est une duologie qui peut convenir pour les personnes qui souhaiteraient découvrir ce vaste univers que sont les mangas. C'est facile à lire, les dessins sont très beaux mais pas stéréotypés. Et puis, c'est que 2 tomes, donc on a rapidement le fin mot de l'histoire. Comme quoi, parfois, un manga n'a pas besoin de 100 tomes pour raconter un beau récit. Cette vidéo est désormais terminée et j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un de ces livres et quel est votre avis là-dessus. N'hésitez pas également à me partager vos lectures estivales ainsi que votre pile à lire de l'été. Je serai ravie d'en discuter avec vous dans l'espace des commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ce qui est le meilleur moyen de soutenir mon travail et ce qui vous permettra par la même occasion d'obtenir une notification à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo, c'est-à-dire un vendredi sur 2 à 18h30. Et moi, en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt.